Bonjour les amis, alors c'est Vigal et j'ai fait un petit break au bord de la route. Là, je suis en plein désert, mais un désert très peu fréquenté parce que il est entre la ville de Sorag, qui est dans le sud de l'Égypte, et la mer Rouge. C'est pas du tout touristique, ni on parle pas du grand désert de l'Ouest, hein, là c'est encore autre chose. Et je fais une pause parce qu'il fait très chaud et j'ai envie de vous parler tout d'un coup, parce que plein de gens me demandent mais d'où vient ce désir d'explorer chez toi tout le temps en permanence, parce que c'est vrai, ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Et je voulais vous parler de l'influence du capitaine Nemo dans ma vie et aussi du point Nemo. Je suis pas sûre que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est que le point Nemo, sachent ce que c'est que le point Nemo, mais je vais vous expliquer. Alors déjà, le capitaine Nemo, ça remonte à mon grand-père, parce que quand j'étais petite, mon grand-père qui habitait Paris, c'était acheter une petite maison de campagne au Crotoy, en bord de baie de Somme. Et on lui avait dit, quand il a... Enfin, c'est pas qu'on lui avait dit, c'est qu'il avait choisi cette maison uniquement pour ça, que cette maison aurait été habitée un court temps par Jules Verne. Il faut savoir qu'au Crotoy, il y a aujourd'hui, vous pouvez visiter la maison de Jules Verne, une maison qu'il avait de vacances là, mais ça n'est pas celle-là, c'est pas celle de mon grand-père. Peu de gens le savent, mais Jules Verne avait acheté une autre maison avant. En tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté plein de fois dans la famille. Et j'ai passé beaucoup de vacances dans ma petite enfance dans cette maison. Et je peux dire qu'elle respirait complètement Jules Verne, parce que d'abord, elle avait un jardin qui était très bizarre. C'était un jardin très long. Je sais pas, il faisait peut-être 300, 400, 500 mètres. Très long et étroit. Et pourquoi? Parce que ce jardin donnait pile sur l'eau du port, qui permettait après, si on avait un bateau, de partir en baie de Somme. Et puis après, évidemment, la Manche, voilà. Et ce qu'on avait dit à mon grand-père, c'est que Jules Verne avait acheté cette maison. Alors, peut-être l'avait-il louée, hein, pas acheté au départ, avant d'acheter l'autre. Mais parce que justement, ce jardin donnait sur l'eau du port, parce qu'il y a enfin, il y a pas beaucoup de maisons qui ont un jardin qui donne direct sur un accès au port, et que c'est là qu'il aurait fabriqué son prototype du sous-marin Nautilus. Et quand j'étais enfant et qu'on partait en vacances dans cette petite maison, on voyait plein de gens qui cherchaient toujours dans la baie de Somme le prototype du Nautilus, parce qu'il l'aurait utilisé dans la baie de Somme, mais à cause des sables et des marécages, etc., il n'aurait pas, un jour, son Nautilus ne serait pas revenu, il n'aurait pas récupéré son Nautilus en faisant ses essais dans la baie de Somme. Alors, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un mythe? Pourquoi les gens cherchaient ça dans la baie de Somme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà ce dans quoi j'ai baigné toute mon enfance et toute ma petite enfance. Et cette maison, vraiment, elle respirait. Alors, c'était une vieille maison, mais elle respirait complètement l'aventure, l'exploration. Enfin, la présence de Jules Verne a été très forte, très marquée. Et mon grand-père, qui était un fan total de Jules Verne, lui, même à Paris d'ailleurs, il portait tout le temps la casquette du capitaine Nemo, et il avait la pipe. Mon grand-père fumait une pipe en bois. Et je me rappelle toujours de mon grand-père comme ça, c'est très marquant.
Et donc, j'ai baigné là-dedans, toute mon enfance et on me lisait tous les livres, pour enfants en tout cas de Jules Verne, évidemment 20 000 lieues sous les mers, L'île mystérieuse, et c'est d'ailleurs là que j'ai pris un goût, immodéré pour toutes les îles, surtout pour celles qui sont mystérieuses. Comme certains savent, je suis passionnée par, les îles en Méditerranée. Je connais par cœur la Sicile que j'ai fait vraiment de fond en comble, et c'est d'ailleurs où j'ai trouvé une trentaine de petites pyramides. Le journal La Repubblica en Italie m'a fait l'honneur de me faire un article sur mes découvertes en Sicile. Et donc voilà, j'ai baigné, c'est là d'où vient mon inspiration, j'ai baigné pendant des mois, des jours, des semaines entiers dans cette atmosphère. Depuis ma petite enfance, c'est genre à peu près depuis l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, 10 ans, j'étais là-dedans toute la journée. C'était vraiment très imprégnant. Et ça m'a tellement imprégné que moi, vraiment, tout ce qui est exploration, géographie impossible, parce que il faut se rappeler, mais d'abord le capitaine Nemo, c'est un indépendant total. Et moi, j'ai toujours été indépendante, j'ai toujours aimé l'indépendance. D'ailleurs, il faut savoir, il y a une petite anecdote, c'est que quand Jules Verne avait écrit la mort du capitaine Nemo dans son livre, il avait mis à la fin, le dernier mot du capitaine Nemo sur son lit de mort, c'était indépendance. Et son éditeur de l'époque lui a fait enlever et a mis à la place Dieu et patrie. Donc c'est pour vous dire comment l'indépendance du capitaine Nemo, elle est toujours là malgré que l'éditeur ait enlevé ce mot du livre. Et il y a beaucoup de livres de Jules Verne qui sont un peu inconnus, parce qu'on connaît évidemment 20 000 lieues sous les mers, l'île mystérieuse et tout ça, mais il y a aussi Voyage à travers l'impossible. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont lu celui-là. Puis plein d'autres que je pourrais citer. En tout cas, il y a toujours une notion d'indépendance, de mystère, d'île, de rébellion aussi contre beaucoup de choses. Le capitaine Nemo, je vous rappelle, c'était en fait, il était le fils, si je me rappelle bien, d'un Maharaja, mais il avait eu un passé tellement traumatique qui s'était plongé dans la recherche scientifique et technique, et aussi dans la justice. Bon, il y avait aussi un côté sombre chez le capitaine Nemo, mais en tout cas pour les côtés positifs, voilà. Et ça ressemble un peu au mien. J'ai eu aussi un passé très traumatique, et ma passion, c'est la recherche scientifique, technique, etc. C'était un fabuleux ingénieur, le capitaine Nemo. Et pour moi, Jules Verne aussi, parce que pour écrire tout ça en détail, son Nautilus, le sous-marin, et puis plein d'autres choses dans tous ses livres, il a fait un travail qui revient à avoir autant de connaissances que les meilleurs ingénieurs de l'époque. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi le point Nemo. Alors, le point Nemo, c'est le point le plus éloigné de toute terre immergée dans le monde. C'est comme ça que les scientifiques ont appelé ce point. Et on l'appelle aussi, d'ailleurs, le point Nemo, on l'appelle aussi le pôle maritime mondial d'inaccessibilité. Alors encore une notion d'inaccessible, de mystérieux, d'éloigné. Donc vous pensez bien que ça résonne en moi aussi. Et donc le point Nemo, il se trouve où? Il se trouve à peu près à 2600 km de l'île de Pâques.
entre les îles Antarctiques, la pointe de la Terre de Feu, enfin bref, dans ces eaux-là. D'ailleurs, si vous voulez regarder précisément le point Nemo, je le connais par cœur, hein. C'est 48 degrés, 50 minutes sud, 123 degrés, 20 minutes ouest. Donc allez voir où il se trouve. Et pour vous dire, c'est le point de la plus grande des solitudes parce que les humains les plus proches, bah, ils sont sans doute ceux de la Station spatiale internationale, hein, qui orbite à 410 km environ à peu près au-dessus du globe. Sauf que cette station spatiale se trouve beaucoup moins loin en termes de distance par rapport au globe terrestre que le point Nemo par rapport à la Terre, quoi. C'est dingue. Bon. Et donc, on a créé des points comme ça, les scientifiques, pour pouvoir se repérer. Et il y a aussi un pôle terrestre d'inaccessibilité mondiale au nord. Et celui-là, il se trouve en Chine. Mais ça, c'est un pôle terrestre, hein, c'est pas un pôle maritime comme le point Nemo. Et ça veut dire que dans ce point terrestre chinois, il se trouve à 2645 km de la côte, c'est-à-dire de la mer. Voilà. Donc, on a créé plein de pôles comme ça et de points. C'est très intéressant, je trouve, de se repérer par rapport à ces points. Voilà. Et je voulais vous parler de ça parce que au jour d'aujourd'hui, il y a toujours énormément de mystères, de secrets, de choses cachées, même géographiques. Et c'est ça qui est passionnant d'explorer, de connaître. En fait, aujourd'hui, il y a très peu d'explorateurs, mais il devrait y en avoir beaucoup plus parce qu'il y a énormément de choses explorées sur Terre, sur mer, etc. Et je suis un peu en colère contre les créateurs de contenu d'aujourd'hui, c'est-à-dire de textes, ou même d'audio, hein, en tout cas de ce qu'on peut raconter sur le net. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, d'ailleurs, il y a un ancien, je crois qu'il était ancien directeur de Eric Schmidt. Il faut m'aider là, j'ai oublié, mais je crois que c'est Google. À moins que ce soit Apple. Non, c'est Google, je crois. Il a dit que tous les 2 ans, depuis 2003, on crée autant de contenu que du début de l'humanité jusqu'en 2003. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en 2 ans de net, on construit plus de contenu écrit, enfin ou audio, hein, que depuis le début de l'humanité jusqu'en 2003. Alors, il y a 2 problèmes. D'abord, si on n'adapte pas sa façon de gérer notre attention et de se poser les bonnes questions sur nous-mêmes, ben, on est fichu parce qu'on est noyé par les informations qui sont souvent très faussées. C'est là où j'ai un coup de gueule à faire. Il y a les gens d'aujourd'hui, enfin on va dire même une majorité de créateurs de contenu aujourd'hui, ils créent sans avoir lu les anciennes informations, les anciens contenus. Et pourquoi c'est ennuyeux? C'est plus qu'ennuyeux. Mais parce que souvent, ils créent du contenu soit moins bon, soit erroné, parce qu'ils n'ont pas eu les bases. Et ça, je le vois tous les jours par rapport à l'Égypte, par rapport au contenu, par rapport aux anciennes civilisations et tout ça. Ils croient qu'ils créent un contenu qui va faire du buzz parce qu'ils sortent des choses comme ça un peu de nulle part, où ils reprennent des fausses affirmations de certains, parce que dès qu'on fait quelque chose sur le net, c'est immédiatement copié, recopié, et puis déformé. Mais ils n'étudient pas, ils ne lisent pas ce qui a déjà été écrit sur le sujet auparavant. Alors c'est vraiment très important. Je sais qu'on a aussi le problème d'essayer de ne pas être influencé par ce qui a été fait. Mais une chose
c'est de ne pas être influencé au point de copier, et une autre, c'est de se cultiver, c'est d'apprendre les choses qui existent déjà pour pas refaire la même chose ou le faire moins bien, ce qui est la plupart des cas d'ailleurs. Et c'est pourquoi c'est très ennuyeux, mais parce que le contenu en majorité qu'on crée aujourd'hui est soit moins bon et parfois même moins vrai que ce qui a été créé il y a des dizaines, voire des centaines d'années. Et ça, c'est très ennuyeux. Alors, ça peut être sous un style super agréable, moderne, etc. Mais notre niveau, d'ailleurs, j'ai vu ça l'autre jour, que le niveau intellectuel des Français avait baissé de 20%. C'est un peu alarmant, quoi. Enfin, bon, tout le monde le sait, hein, mais pas seulement les Français d'ailleurs, hein, mais c'est extrêmement alarmant, quoi. C'est cette malhonnêteté intellectuelle d'écrire des contenus sur des sujets sans avoir lu avant ce qui a déjà été fait, sans avoir la culture de ce qui existe déjà pour faire mieux. Il faut absolument, quand on écrit, faire mieux qu'avant, ou en tout cas reprendre les éléments existants déjà pour avancer. Voilà, ça c'est mon coup de gueule et d'aujourd'hui, mais c'est ce que faisait Jules Verne à son époque. Lui, il lisait tout sur les sujets et en même temps, il prenait en compte toutes les avancées techniques et modernes de son époque. Voilà. Alors, ben, je remercie toujours Jules Verne d'avoir existé et je remercie tous les personnages fictifs qu'il a créés qui ont sûrement été basés sur plusieurs personnes véritables. Et puis pour cet esprit d'aventure, d'exploration euh, qui existe plus beaucoup aujourd'hui véritablement. Et voilà, j'aimerais bien qu'on remette tout ça à l'honneur. Voilà les amis, à très bientôt.